Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré dans une entreprise française à rayonnement international spécialisée dans la production, la transformation et la distribution de matériaux avec Cathy Cottelon, Head of Design and User Experience chez Saint-Gobain. Oui, vous avez bien entendu, nous allons parler de design dans une entreprise qui ne fabrique pas de produits et dans laquelle le design est une compétence minoritaire. C'est justement autour de ces points clés, les apports du design, sa visibilité et son organisation, que va s'articuler notre échange. Après nous avoir présenté son parcours, Cathy va nous expliquer comment le design a trouvé sa place chez Saint-Gobain, comment il est devenu un besoin pour matérialiser le bénéfice de la stratégie d'un groupe international. Pour cela, il a fallu démontrer la valeur ajoutée du design aux sciences et à la recherche et développement, en montrant par exemple quels bénéfices multiconforts ont les solutions développées par le groupe dans les espaces à vivre. Les designers ont su développer des compétences spécifiques complémentaires aux autres métiers et produire leur propre stratégie afin d'être reconnus. Le design est bien ici une discipline émergente, même si c'est tout de même 5 équipes à travers le monde, mais Saint-Gobain, c'est plus de 170 000 collaborateurs. Pour éviter l'isolement, les designers intégrés ont su créer un réseau interne pour exister en collectif, pour développer leurs compétences, mutualiser leurs outils, mais également se donner de la visibilité. Je vous laisse découvrir tous ces éléments avec l'interview de Cathy Cottelon. Bonjour Cathy, pour commencer ce podcast, pouvez-vous nous présenter votre parcours ? Eh bien, bonjour Annabelle, merci pour l'invitation. Donc, alors, moi, mon parcours, c'est une vingtaine d'années dans le monde du design. Mon parcours d'origine en termes de formation, eh bien, moi, j'ai une double formation en sciences des matériaux et en design industriel, ce qui était assez original quand on remonte un peu dans le temps, hein. Puisqu'aujourd'hui, les personnes qui ont des doubles cursus comme ça sont beaucoup plus répandues. Mais au départ, c'était quelque chose d'assez original et pas toujours bien facile à mettre dans les cases, j'ai envie de dire, dans le monde du design quand je commence à travailler. Et donc, cette double casquette m'ouvre les portes d'EDF. Donc, moi, j'ai commencé mon parcours à la direction recherche et développement d'EDF, hein, pour intégrer le design au départ dans les métiers des bureaux d'études. Donc, le design, il commence là pour créer on va dire, des moyens d'essai, donc des installations, des machines, donc toujours finalement des prototypes, hein, puisqu'on n'en faisait pas en série, pour permettre aux chercheurs de réaliser leur expérimentation, leur expérience. Et puis très très vite, ça c'était le point de départ, et très très vite finalement, la question du design, elle se lie plus à des questions de comment on conçoit pour intégrer l'humain dans la conception, autour de d'autres approches comme l'analyse fonctionnelle, l'analyse de la valeur, TRIZ. Donc, on est beaucoup dans la science de la conception. Donc, le design est vu d'un point de vue méthodologique. Donc, ça commence comme ça, et puis ça va beaucoup plus loin parce que pour moi, c'était assez réducteur. Et donc, ça finit par ce que je fais chez EDF, c'est surtout du design de service et du design d'interface, qui est un des sujets qui sort grâce au design, donc grâce à l'équipe, pour répondre à la question de qu'est-ce que le design fait dans une industrie où il n'y a pas de produit. Parce que EDF, c'est l'énergie. Et donc, à l'époque, quand j'intègre, c'est pour ça que c'était compliqué de faire le lien avec le design chez EDF, c'est parce qu'il n'y avait pas de produit et qu'à l'époque, on considérait que le design, c'était lié au produit. Donc voilà. Et tout ça, après, a lancé un petit peu mon parcours, puisqu'après, je suis partie travailler chez BETC, EuroRSCG, c'est chez BETC Design, anciennement Absolute Design, qui était une très très belle agence de design produit, hein, très reconnue, je pense à l'époque, où là, je suis en charge de la partie planning stratégique. Donc, j'utilise le design pour travailler sur les stratégies de marque, en fait. Donc, ça aussi, à l'époque, c'était assez nouveau. Et puis, amener aussi dans le design toutes les méthodologies liées à la recherche utilisateur. Donc, j'utilise ces termes-là, mais à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, parce qu'il n'y avait pas de UX à l'époque. Et puis le design d'interface et d'interaction me manquait. Donc ensuite, j'ai rejoint l'agence Atoma pour travailler et faire du design de service, qui est aujourd'hui une agence un peu
labellisé UX, mais à l'époque, on parlait de design de service. Et à côté de tout ça, j'enseigne le design. J'adore ça, donc j'ai beaucoup, je me suis beaucoup impliquée dans les écoles d'ingénieurs, écoles de commerce aussi, parce que j'avais la conviction, et je l'ai toujours, que il fallait ouvrir aussi ces univers au design pour qu'on puisse bien travailler ensemble. Donc autour de mon parcours pro, il y a aussi tout un parcours dans l'enseignement. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'après, ça va m'amener à rejoindre l'ENSI, où je vais prendre des responsabilités, donc l'ENSI des ateliers, où je vais prendre des responsabilités au niveau de la pédagogie et de la pédagogie par projet, plus spécifiquement. Et je monte aussi au sein de l'ENSI un incubateur de talents pour faciliter l'intégration des designers dans le monde professionnel. Et puis, c'est après cette expérience que je rejoins Saint-Gobain pour monter une équipe qui s'appelle Design et Expérience Utilisateur. Et puis voilà, comme quoi des fois, le destin vous rattrape. Et je repars en recherche et développement et en innovation. Là, cette fois-ci pour monter une équipe qui a 2 compétences clés qui sont le design et les sciences humaines. Et du coup, chez Saint-Gobain, est-ce que ça a été difficile de monter cette équipe? Puisque, même à travers votre parcours, on le comprend bien, hein, jusqu'à maintenant, le design, c'est plutôt du produit. Après, c'est un peu de l'interface, de l'UX. Mais, Saint-Gobain fait pas de produits finis, travaille plutôt sur des matériaux, éventuellement sur, l'habitat de demain. Et donc, comment réussir à convaincre une entreprise d'intégrer un designer et une équipe design derrière? C'était pas juste un designer, mais monter une équipe pour travailler avec, la R&D. Mmh. Tout à fait. Donc, c'est le fruit d'un long processus, hein, d'une route assez longue qui commence avant mon arrivée, hein. Le premier point déclencheur qui nous a vraiment favorisé l'introduction chez Saint-Gobain, c'est une réorientation au niveau de la stratégie du groupe il y a une dizaine d'années, où d'une entreprise très B2B, très technique, on passe à une entreprise qui s'intéresse non plus uniquement aux matériaux, mais aux bénéfices que ces matériaux apportent dans les bâtiments. Et donc, vient dans la stratégie la notion de confort et dans le vocabulaire de Saint-Gobain, de multi-confort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les solutions, tous les matériaux qu'on produit, c'est pour créer des habitats qui soient agréables à vivre, parce que nos solutions permettent d'amener des vrais bénéfices en termes de confort thermique, de confort acoustique, de confort visuel, de qualité d'air. Voilà, et donc on parle plus du coup du matériau, on parle plus du verre en tant que matière. On va vraiment parler de à quoi ça sert pour le bâtiment et plus largement pour répondre et adresser les enjeux de transition écologique, les enjeux aussi de consommation énergétique. Donc c'est vraiment cette bascule qui s'opère. Et pour faire ça, le directeur de la R&D de l'époque a une conviction, c'est que ça ne peut pas se faire sans les sciences molles. On va dire ça comme ça, parce que du coup, la R&D du groupe Saint-Gobain est plutôt composée des compétences issues des sciences dures et donc des sciences des matériaux. Et là, il faut des sciences qui vont pouvoir aussi comprendre les enjeux des individus. Et quand on dit les individus, c'est les occupants, mais c'est aussi tous les individus qu'on va retrouver dans la chaîne du monde du bâtiment, qui va prendre en compte les artisans, les architectes, voilà, toutes les parties prenantes. Donc, c'est comme ça, en fait, que rentre le design. Et là, on a une chance parce que, hormis les sciences humaines et le design, personne ne porte ça dans le groupe. Donc, finalement, on a un terrain de jeu qui est vierge, qui n'appartient à personne et qui nous est assigné. C'est comme ça que les choses démarrent. Et ça démarre non pas avec une équipe, ça démarre avec le recrutement de quelques designers qui travaillent à l'amélioration de certains produits et de sociologues dans une autre partie de l'entreprise. Et quand je rejoins le groupe Saint-Gobain, c'est un moment où ces compétences-là commencent à prendre de la maturité et le groupe décide de créer une métacompétence qu'ils vont appeler design et expérience utilisateur. Et moi, je viens pour développer justement ce rapprochement et vraiment structurer une activité d'innovation autour des métiers du design et des sciences humaines. Donc, c'est comme ça que ça rentre. Et donc, quand je raconte ça, finalement, j'ai envie de dire qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup de problèmes, en fait, à s'intégrer, puisqu'en fait, c'est une décision de l'entreprise
qui génèrent notre arrivée dans le groupe. C'est pas sans poser des difficultés, hein, mais c'est comme ça que ça démarre. C'est pas le design qui essaye de se justifier, mais c'est plutôt que le design est relié à un besoin au départ en termes d'innovation et j'ai envie de dire aussi de matérialisation du bénéfice de la stratégie du groupe. Et donc, du coup, vous étiez en train de le dire, c'est l'entreprise qui s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'intégrer le design, mais c'est peut-être pas sans difficulté par rapport peut-être aux gens qui sont en place et aux sciences dures. Et du coup, comment arrivez-vous à faire cette articulation entre on étudie les besoins des utilisateurs avec les sciences dures qui peut-être s'attendaient pas du tout à cette montée en puissance, je sais pas si on peut appeler ça montée en puissance, mais cette arrivée au moins du design. En effet, ça demande de trouver les points d'accostage. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que designer ne suffit pas pour s'accoster aux autres métiers de l'entreprise. On l'a essayé. Ça marchait pas obligatoirement comme on le voulait. Donc, il nous a fallu définir quelles étaient finalement, notre contribution, notre valeur ajoutée. Et donc, ce sur quoi on a été reconnu comme valeur ajoutée, la première, ça a été de dire que finalement, quand on conçoit des matériaux, il y a tout autour un certain nombre de pièces. Donc, un matériau, je dirais qu'il faudrait plus parler de solutions ou de systèmes, en fait, dans le monde du bâtiment. Et donc, ces systèmes, par contre, ils doivent avoir une efficacité en termes énergétiques, en termes techniques, mais aussi en termes de valeur d'usage, parce que derrière, si on n'installe pas facilement ces solutions, ça a un impact sur l'organisation du chantier. Donc en fait, nous, ce qui a été notre point d'ancrage pour pouvoir faire comprendre ce qu'on faisait, ça a été d'être les experts de ce qui se passe dans le vrai monde. C'est-à-dire qu'on a commencé à développer une connaissance assez fine de ce que c'est qu'un chantier, comment on installe les produits. Et là, on reconnaît bien le savoir-faire du design, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti d'une approche théorique, c'est qu'on est allé comprendre où est-ce qu'on mettait les pieds et quels étaient finalement les enjeux que le design pouvait spécifiquement, avec les sciences humaines aussi bien entendu, adresser. Et donc, on s'est positionné sur cette question de la facilité d'installation et ce qu'on appelle, nous, le confort de pose. Et là, on a commencé à s'accoster avec nos collègues ingénieurs qui, eux aussi, faisaient des évaluations sur la performance des solutions. Et nous, on leur a dit, si c'est performant techniquement, ça doit être aussi performant pour l'humain. Donc, vraiment, on a aussi essayé de trouver des terminologies où on pouvait venir donner du sens. Parce que finalement, l'équipe que nous représentions, donc aujourd'hui, on est une dizaine de personnes sur le site d'Aubervilliers. Et aujourd'hui, il y a des équipes design dans nos différents centres de recherche et développement. Il y a 8 centres de recherche et développement. Et si je me trompe pas aujourd'hui, à chaque fois, je dois les recompter sur mes doigts et mes collègues ne seront pas très contents parce que je travaille avec eux quand même au quotidien. Mais il y a à peu près 5 équipes de design dans le monde, dans le groupe Saint-Gobain. Et donc, en allant sur le terrain, on a trouvé une porte d'entrée. Donc là, c'est en ça que je dirais que le design doit aussi produire sa propre stratégie. C'est que pour rentrer dans cet univers, on a dû par nous-mêmes trouver quelle était une porte d'entrée possible. Donc, on est rentré par cette porte-là, ce qui nous a permis d'accoster le design et les sciences humaines aussi, parce que ça pourrait être aussi l'objet d'un podcast. Design et sciences humaines, on pourrait se dire, on claque des doigts, ça marche tout seul. Non, il y a aussi un travail à faire pour approcher ces disciplines. Mais voilà, ça a été notre porte d'entrée. Et c'est ce qui a créé, on va dire, notre premier niveau de légitimité dans l'entreprise. Et aujourd'hui, quand on parle de design et d'expérience utilisateur, dans la tête des ingénieurs, c'est clair pour eux que ce qui va concerner, alors vous pourriez me dire c'est de l'ergonomie, mais c'est tout la conception de l'expérience globale du système. Là maintenant, c'est clair pour eux. C'est vraiment un aspect qu'ils connaissent pas et ils viennent nous chercher pour ça. Et aujourd'hui, on va un peu plus loin que ça, mais ça a été notre produit d'appel, si je peux m'exprimer comme une personne du marketing. Donc, du coup, la valeur ajoutée du design aujourd'hui, elle est vraiment reconnue et votre place est faite. Et donc, est-ce que ça arrive aussi que sur un projet, ce soit les ingénieurs qui viennent vous chercher pour avoir un regard différent sur un projet, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, on a différents types d'interventions.
Donc, on va avoir des projets qui sont des projets en propre, dont la question part vraiment par cette question de l'expérience. Et puis, nous sommes en effet dans un environnement de recherche et développement. Et donc, le gros des activités de la R&D, c'est bien de développer des nouveaux matériaux. Donc, le gros de l'activité part du design et il faut rester très humble. Et donc, oui, on est de plus en plus sollicité par des ingénieurs, des chercheurs qui viennent avec un matériau qu'ils ont imaginé, mais dont ils ne savent pas quoi faire. Donc maintenant, ça, c'est aussi quelque chose qui est clair, c'est qu'ils ont bien compris qu'entre des capacités, des propriétés de matériaux, pour en faire un produit qui arrive sur le marché, à un moment, il faut lui donner une raison d'être, un usage, une pertinence, et ça ne peut pas être qu'une question de science. Et maintenant, on vient nous chercher pour ça. Donc, et là, je crois peut-être ce qui était le rêve, je pense, des designers qui viennent chez Saint-Gobain, c'est d'avoir la possibilité de se saisir d'une matière et de l'emmener ailleurs dans le monde, soit de l'occupant du bâtiment, soit de l'architecte, ou pour créer aussi des nouvelles qualités esthétiques, etc. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on met sur la table. C'est que petit à petit, on explique que le design, il y a de l'usage, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de la perception, et puis on peut faire vivre aussi au travers des produits des expériences, soit qui peuvent être sensorielles, mais aussi comment le matériau par lui-même aussi, par ses propriétés, peut scénariser une mise en scène, se mettre en œuvre différemment. Donc là, on parle de rhéologie, etc., qui sont des aspects scientifiques, mais la rhéologie, c'est une manière dont les choses s'écoulent. Et donc, un matériau, je dis ça parce que chez Saint-Gobain, il y a beaucoup de matériaux. On fait des vitrages, on fait de l'isolation, et on a aussi des matériaux qui sont des matériaux liquides, notamment par notre filiale qui s'appelle Weber. Donc, on fait aussi des liants, donc des choses qui vont servir à faire des finitions sur le sol, par exemple. Et donc, finalement, ces matériaux, ils peuvent avoir une infinie plein de comportements, voilà, pardon. Et donc, ces comportements peuvent être autant d'entrées pour une réflexion créative, finalement. Et voilà. Et donc, nous, on a aussi ce terrain de jeu qui grandit de plus en plus, qui est de faire parler la matière autrement, et de l'emmener aussi dans des endroits où elle n'avait pas été obligatoirement pensée pour. Et du coup, aujourd'hui, vous managez donc plusieurs designers dans votre équipe et plusieurs équipes à travers les différents sites. Comment vous arrivez du coup à valoriser justement ces différentes compétences du design, ces différents terrains de jeu, comme vous le disiez, auprès de la direction générale, auprès de Saint-Gobain, auprès de ses clients? Comment est-ce que vous arrivez donc à la fois à manager les équipes, manager les projets et faire en sorte que cette valeur ajoutée, elle soit bien visible par tous vos interlocuteurs? Alors ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile parce que Saint-Gobain, c'est un groupe qui représente aujourd'hui 178 000 collaborateurs. Donc, moi, quand je rentre chez Saint-Gobain, je me rends pas compte à quel point c'est immense, en fait, comme entreprise, comme groupe industriel. Donc, on peut imaginer que derrière cette échelle, il y a une organisation qui va être une organisation très sophistiquée. Saint-Gobain, comme beaucoup d'entreprises industrielles, voilà, pour que ça tourne, ça génère obligatoirement des silos. Donc, vous posez une question qui est assez cœur et qui est un peu compliquée. Donc, le management que j'ai, c'est un management direct avec l'équipe qui est à Paris, un management transversal avec les autres équipes qui sont dans les autres centres de recherche et développement. Et on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'une initiative qui est la possibilité de monter un réseau autour du design. Voilà. Alors ça, je dis avec beaucoup de transparence, je n'y suis pour rien. Par contre, quand j'ai vu que ça existait, j'ai bien expliqué que ça serait sans doute très utile aussi pour nous, parce que ça existait dans d'autres compétences, en fait. Et j'expliquais que c'était assez important aussi que nous, on puisse, entre designers, croiser les choses, comprendre, développer la compétence, que ça n'allait pas se faire tout seul. D'autant plus que souvent, quand on intègre des designers et qu'on n'a pas obligatoirement une stratégie bien claire sur le sujet, on commence souvent par prendre des très jeunes designers
Et donc, souvent, les très jeunes designers connaissent pas l'organisation d'entreprise. Et puis, dans un monde où on est une compétence minoritaire, eh bien, on se retrouve très souvent managé par des personnes qui sont pas designers. Donc là, on est très isolé et ça fait beaucoup de choses à apprendre en très très peu de temps et ça rend complexe des fois notre capacité de designer à délivrer le design en fait. Voilà. Donc ce réseau qui s'appelle People for Experience nous permet justement d'exister comme un collectif à l'échelle de la direction de l'innovation du groupe. Et ça nous aide beaucoup. Ça nous aide à nous sentir moins isolés en tant que designer. Ça nous sert à identifier les enjeux, par exemple, techniques qu'on doit développer pour pouvoir être les designers au bon niveau par rapport aux enjeux du groupe. Donc, comme ça nous permet de développer des compétences. Ça nous permet aussi de mutualiser des outils. Donc, tout ça crée du coup une organisation. Donc, ça existe maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Et donc, ça aide à consolider et à mailler un peu les gens et la discipline. Ça nous donne aussi, du coup, aussi de la visibilité parce que au travers de ce réseau, finalement, on a l'air plus gros que ce que chaque équipe est. Donc ça, c'est un point aussi important pour être entendu. Voilà, cette question de la taille critique, je pense que beaucoup de designers intégrés connaissent cet enjeu-là. Donc le réseau nous permet d'avoir une taille critique et du coup de mutualiser nos efforts de visibilité à l'échelle du groupe Saint-Gobain. Ça nous permet aussi de partager nos savoir-faire, nos méthodologies pour mieux s'interfacer avec le marketing, avec les métiers de l'ingénierie, etc. Donc, c'est un peu un espace de rencontre. Et puis ensuite, chaque équipe a ses projets, puisque nos projets, ils sont entre guillemets régionaux. Le monde du bâtiment et des matériaux pour la construction est très structuré par des marchés locaux. Et donc, qui permet avec ces différentes équipes de mailler les différents enjeux business locaux. Donc ensuite, après, chaque équipe travaille sur des projets qui sont différents et dont la commandite dépend de la région, est très influencée par la région dans laquelle se situe l'équipe. Ça, c'est un outil, je pense, pour pouvoir avoir une vision d'ensemble et piloter les choses. Et puis après, au quotidien, j'ai envie de dire, dans l'équipe, ce qui a été pour moi un moment très important, c'est de structurer et d'avoir un bon continuum de seniorité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'équipe, j'ai envie de dire, pour le suivi des projets, donc il y a moi qui suis du coup pas très très haute par rapport aux autres parce que c'est une organisation assez plate finalement qu'on a chez Saint-Gobain, mais il y a des designers qui, avec leur seniorité, ont pu acquérir le grade de chef de projet au sens Saint-Gobain et donc qui pilotent un certain nombre des projets qui constituent notre portefeuille d'activité annuel. Voilà. Et puis ensuite, chaque designer dans l'équipe, comme je disais, l'équipe est assez horizontale. En fait, chacun a un leadership sur ses études. Donc, une philosophie qui est très de donner les moyens à chacun, quelle que soit sa seniorité, de tracter quand même les choses à son niveau. Donc, on n'est pas dans une organisation en pyramide avec les seniors qui délèguent aux plus jeunes, mais c'est que tout le monde a des sujets en propre et en fonction de sa seniorité et en fonction de la complexité des projets, en fait. Et donc, ce qui fait que il y a un côté très collaboratif qui s'opère et du coup pour moi à gérer, j'ai envie de dire faut être un peu alerte sur ces sujets, mais globalement du coup aujourd'hui ce continuum de seniorité fait que ça tourne plutôt bien. Super. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications sur votre fonctionnement, de vous, de votre compétence et de vos équipes chez Saint-Gobain. Merci Annabelle.